Alors, je suis doublement ravi à la fois de recevoir Robert Dion donc, dans le cadre de notre séminaire, je dis notre pour la plupart des présents, mais aussi dans le cadre d'une conférence du GRELC et de la chaire Edisoc. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Robert Dion et ses travaux. Donc, il est prof à l'UQAM. J'espère ne pas me faire mentir en disant qu'il y a comme trois grandes spécialités, trois grandes orientations dans ses travaux. Au départ, les échanges culturels franco-allemands, hein, ça a été ça une première voie, plusieurs ouvrages collectifs. Son grand dossier des dernières années a été la question du biographique, sur lequel il a beaucoup travaillé, notamment un certain nombre de travaux, mais probablement le plus marquant ayant été le livre qu'il a coécrit avec France Fortier, Écrire l'écrivain, forme contemporaine de la vie d'auteur. Et puis, il a beaucoup travaillé sur la littérature contemporaine, et en particulier la littérature contemporaine au Québec. Je cite un seul titre, Que devient la littérature québécoise en 2015, qui est un collectif, sauf erreur. Voilà, donc, mais moi, je l'ai invité pour nous parler de ceci, le livre qu'il a publié l'année passée, 2018. Janvier 2018. Ah bah, c'est encore cette année-ci. Des fictions sans fiction ou le partage du réel, qui entrait extraordinairement bien en résonance avec ce que l'on fait dans le cadre du séminaire sur les rapports entre fiction et réalité. Et qui propose toutes sortes de lectures vraiment intéressantes, dont quelques pages sur la constellation du Lynx de Louis Hamelin, que donc tous les étudiants du séminaire ont lu, et à propos duquel tu as bien voulu venir nous parler, avec une conférence intitulée Écriture de l'histoire, écriture du réel, donc on ne peut plus dans nos questionnements, autour de la constellation du Lynx de Louis Hamelin. Donc je te remercie infiniment d'être présent. Je te remercie doublement d'avoir accepté de déplacer ta conférence quand j'étais à l'article de la mort. Voilà, donc merci infiniment d'être là, et puis on est heureux de pouvoir t'écouter. Ben, merci beaucoup, merci d'être là à vous. Merci Anthony pour l'invitation. Évidemment, quand j'ai vu, j'ai dit, bon, un séminaire, la littérature entre le réel et la fiction, j'ai dit, effectivement, c'est un signe que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde, qui nous passionne. La réception de ce livre-là montre bien aussi, parce qu'il y a eu quelques articles, et les articles qu'il y a eu sur le livre, c'est beaucoup plus sur le phénomène que sur le livre. Donc le phénomène intéresse, parce qu'on a l'impression que c'est un phénomène extrêmement répandu, c'est-à-dire ce phénomène de contamination entre le réel et la fiction. Je pense que c'est le phénomène que vous étudiez ici, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je pense, j'ai regardé le plan de cours, que vous avez eu au moins une séance sur le roman à clé. Oui. Anthony a publié avec Michel Lacroix un très bon collectif là-dessus, que j'ai utilisé d'ailleurs pour mon analyse de la constellation du Lynx. J'en parlerai peut-être pas beaucoup aujourd'hui, peut-être à la toute fin si j'ai du temps en conclusion, mais évidemment, c'est une des voies d'entrée tout à fait privilégiée en ce qui concerne la constellation du Lynx pour parler des rapports, des interférences entre la fiction et le réel. Donc, aborder la question du réel, c'est s'attacher à deux sous-questions qui hantent le discours sur la littérature. La première, c'est celle du rapport entre les mots et les choses. Quelle est donc la question de la capacité du langage à dire le monde, à l'atteindre? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, l'autre sous-question, c'est celle plus spécifique du réalisme. Puis bon, vous avez ici un bon spécialiste de ces questions-là, vous avez dû les aborder, mais donc du réalisme, c'est-à-dire des procédés ou de l'esthétique qui vont organiser la diction du réel par les fictions.
Alors, je ne vais pas aborder du tout aujourd'hui la question du rapport de la langue aux choses, parce que, bon, c'est une question que les littéraires ces dernières années n'ont pas tellement abordée. C'est beaucoup plus les logiciens, les philosophes du langage et les linguistes qui en ont parlé. Et c'est peut-être moins pertinent ici pour aborder la question qui moi, m'intéresse à travers ce rapport entre réel et fiction, c'est-à-dire le renouveau actuel des écritures du réel. Donc, je vais laisser de côté cette question du lien, du rapport, du lien entre les mots et les choses, pour paraphraser Foucault, pour parler plutôt de cette deuxième question, c'est-à-dire celle du réalisme. Alors, la question, le réalisme est lié à la question de l'expression du réel, de la traduction du réel. Et cette question du réalisme, c'est une question qui a ressurgi avec force, me semble-t-il, à la faveur d'un certain retour qui a été constaté par beaucoup de critiques, surtout en France, mais aussi au Québec, d'un retour au réel de la littérature. C'est l'un des thèmes qui, par exemple, court dans tous les travaux de Dominique Viard, selon lequel la littérature, au tournant des années 80, serait revenue au réel, au sujet et à l'histoire. Donc, ce retour au réel qui aurait été opéré par la littérature a dans un second temps, opérer une espèce de retour à une théorisation du réel, ou du réalisme plutôt, du côté des littéraires. Cette nouvelle appréhension du réel, autant par les écrivains d'ailleurs que par les critiques, est certainement tributaire de la critique soutenue du réalisme qui a été opérée dans les années 50, 60, 70, autant par les écrivains, entre autres ceux qui sont associés au nouveau roman, Rob Grillet, Ricardou, Sarraute et ainsi de suite, et opérée aussi par ailleurs à ceux qu'on a appelés les nouveaux critiques, Barthes étant l'un de ceux qui a le plus interrogé cette question du réalisme, entre autres, mais pas uniquement, à travers ce célèbre article sur l'effet de réel. Alors, l'interrogation du réalisme à laquelle se sont livrés autant les écrivains du nouveau roman que les nouveaux critiques, c'est bien sûr à une critique d'un réalisme traditionnel, d'un réalisme surtout bourgeois, mais aussi d'un réalisme qui peut être socialiste aussi, qui a été critiqué donc autant pour ses procédés qui seraient devenus conventionnels que pour sa naïveté idéologique. Alors, une très très forte critique du réalisme a été menée dans les années 50, 60, 70, ce qui fait qu'il a été assez difficile donc de revenir à cette question du réalisme et du réel après, et qu'on a dû la reprendre, autant les écrivains que les critiques, un peu à nouveau frais. Or, l'écriture contemporaine, et ici, je vous renvoie à la citation 1 de l'exemplier, comme le constatent France Fortier et Francis Langevin, en ouverture à un dossier de la revue Analyse, donc un dossier de 2009 qui porte justement le titre « Le réel dans les fictions contemporaines », autre indice, s'il en fallait, de la prégnance de cette question pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Donc, l'écriture contemporaine, comme le constataient Fortier et Langevin, semble vouloir réinventer les modalités du réalisme, entre autres, ou tout particulièrement, en assumant de manière ostensible, donc très visible, les enjeux mimétiques de l'écriture réaliste. Et ils poursuivent par cette citation que je vous donne, de toutes parts, on s'entend sur la reconnaissance d'une mutation épistémologique qui réinscrit le réel dans la fiction en dépassant les clivages jusque-là en apparence imperméables et attendus qui départagent le document et la fiction, le vraisemblable et le romanesque, l'écriture et le fait, la représentation et le référent.
On s'en prend donc de toutes parts, nous disent ces deux auteurs, à l'idée même d'une frontière absolument étanche entre les textes qui seraient donc factuels, qui ne traiteraient que de faits, et les textes fictionnels. Et bien sûr, cette remise en question de la frontière entre fiction et faction, pour le dire autrement, va soulever toutes sortes de débats. Par exemple, entre ceux qui ceux qui plaident pour une remise en question complète de la frontière, quelqu'un comme Hayden White, par exemple, et entre ceux qui plaident, au contraire, pour le maintien d'une frontière là, plus ou moins étanche entre fiction et non-fiction, par exemple. Françoise Lavocat, dans son livre récent, Faits et fiction, dont le sous-titre est justement « Pour une frontière ». Alors, à l'intérieur de ces débats-là, et parallèlement à ces débats-là, une réflexion sur le réel en littérature va prendre plusieurs formes que Langevin et Fortier relèvent dans leur présentation, dont je vous recommande la lecture. Alors, ils vont noter, eux, qu'on s'interroge ainsi notamment sur les modes d'inscription du réel de la fiction, dans la fiction. Comment l'inscrire? Sur le mode de la transcription, de la stylisation, et ainsi de suite, de l'incrustation. On pourrait donner plusieurs exemples. Ils vont s'interroger aussi, cette réflexion va aussi s'arrêter au mode d'apparition du réel dans la fiction, aux diverses mises en forme du réel, au rapport au réel que construisent les fictions de manière tout à fait ostensible souvent, ou encore sur les enjeux aussi bien formels, éthiques ou phénoménologiques, donc de ces rapports entre fiction et réel. Toutes ces réflexions les amènent à s'interroger sur le fait, est-ce qu'il faudrait parler d'un nouveau réalisme contemporain? C'est-à-dire, est-ce que l'écriture contemporaine, celle qui se déploie après les années 80, aurait inventé une nouvelle façon de parler du réel, un réalisme qui se démarquerait radicalement d'un ancien réalisme, de ce réalisme ayant fait l'objet de la critique barthésienne, entre autres, ou est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement d'un nouvel agencement de procédés réalistes existants? C'est une question qu'il est difficile de trancher, que je ne vais pas essayer de trancher maintenant, que je n'ai pas non plus essayé vraiment de trancher, mais moi j'ai plutôt travaillé à partir des textes et essayé de voir comment entre autres les textes biographiques, c'est ça qui m'a amené à ça, comment les biographies, entre autres les biographies d'écrivains, les biographies d'écrivains par des écrivains, comment ces écritures-là négociaient avec le réalisme, avec le réel, avec ce qui est inatteignable de ce qu'on peut savoir de quelqu'un, son intériorité, par exemple, comment il mobilisait la fiction. Donc, c'est beaucoup plus ce qui m'a intéressé, moi, c'est les amalgames, c'est les compromis, c'est les solutions concrètes que les écrivains ont trouvées pour essayer de rendre compte d'un réel contemporain ou d'un réel historique. Et donc, c'est ça mon point de vue sur la chose. Et pour essayer de voir in situ, donc, comment se négocient les rapports du réel et de la fiction dans des œuvres, je me suis arrêté à un corpus, j'ai défini un corpus qu'on peut qualifier, je ne suis pas le seul à le faire de cette façon-là, mais par la dénomination oxymorique de fiction du réel. Des fictions du réel, contradiction dans les termes, on peut le dire. Fiction du réel, pour moi, ça désigne une façon particulière pour les œuvres contemporaines de traiter du réel
et de traiter le réel, parce qu'il s'agit parfois autant de traiter du réel, de ce que c'est le réel, que de le traiter, c'est-à-dire de l'implanter dans l'œuvre. De traiter donc du réel et le réel sans être dupe à la fois des procédés littéraires qui permettent de l'atteindre et deuxièmement de la composante subjective de la construction d'une vision du réel. Hein. On sait très bien que le réalisme, c'est une construction, bien sûr, hein, et que ce qui apparaît comme réaliste pour les contemporains, par exemple, d'un écrivain, c'est souvent ce qui n'a jamais été aperçu ou jamais montré de telle ou telle façon. Hein, c'est pas tant quelque chose qui... c'est pas tant ce qui apparaît comme le réalisme, c'est souvent quelque chose qu'on ne nous avait jamais donné à voir de cette façon-là. Hein. Alors, donc... la question des fictions du réel, hein, de ces façons d'aménager, de traiter le réel et de traiter du réel, c'est évidemment une question très vaste. Et dans le livre des fictions sans fiction, mais dans mes travaux aussi en général, j'ai pour ma part, et par commodité, hein, d'abord par commodité, retenu 3 aspects principalement. Il y en aurait d'autres, mais c'est ces 3-là sur lesquels je me suis pour ma part attaché. D'abord, la question qui m'avait déjà auparavant beaucoup sollicité de l'écriture de la personne réelle. Et quand je parle de l'écriture de la personne réelle, ce sont bien sûr les biographies, mais plus encore les fictions biographiques, les biographies plus ou moins fictionnelles, les biographies imaginaires, les romans biographiques. Donc, toutes ces pratiques d'écriture qui, à des degrés divers et d'une façon ou d'une autre, fictionnalisent des personnes qui ont déjà existé. Bon, c'est pas quelque chose qui naît à l'époque contemporaine. Hein. On sait que on trouve Napoléon dans La Chartreuse de Parme et que bien des personnages historiques parfois font plus que passer comme des silhouettes dans des œuvres, entre autres, dites réalistes. Mais cette écriture qui choisit de prendre une personne réelle pour la mettre au centre d'une œuvre et pour s'adonner à des variations fictionnelles à son endroit, c'est un phénomène relativement nouveau, disons, en tant que phénomène massif, extrêmement répandu dans la production. L'autre, le deuxième aspect qui m'a retenu, c'est celui de l'écriture de l'histoire. Et le troisième, celui de l'écriture du fait divers. Alors, l'écriture de l'histoire, on reconnaîtra Hamelin, mais on reconnaîtra aussi beaucoup d'écrivains contemporains qui ont écrit tantôt sur la Shoah, tantôt sur la guerre d'Algérie, tantôt sur les événements d'octobre. Hein. La constellation du Lynx n'est pas l'unique exemple au Québec de livres écrits sur les événements d'octobre. Et pour ce qui est de l'écriture du fait divers, c'est un domaine en soi, c'est presque un sous-genre en soi de la littérature contemporaine. Songeons seulement à une bonne partie, en tout cas une partie importante de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, mais aussi chez François Bon, chez Daniel Salnave, chez toute une série d'écrivains. Et ici, il y a une écrivaine dont j'oublie le nom, mais qui a déjà écrit un roman sur l'affaire Guy, voyons, ce chirurgien-là qui a tué ses enfants, comment s'appelle-t-il, Turcotte. Ouais, est-ce que c'est Guy? Oui, c'est Guy Turcotte. Bon, d'accord. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, moi, je vais m'en tenir à l'écriture de l'histoire, évidemment, qui est déterminant pour lire la constellation du Lynx. Ces fictions de l'histoire, on parlait de fiction du réel, on peut donc faire un sous-ensemble qui serait celui des fictions d'histoire. C'est un sous-genre qui concerne donc plusieurs œuvres contemporaines qui tendent à se démarquer du sous-genre du roman historique
Bon, parce que ça, c'est vraiment historique, c'est loin d'être une nouveauté. Mais qu'est-ce que ces écritures de l'histoire, ces fictions de l'histoire contemporaine auraient de différent? Je dirais, elles diffèrent par le souci d'inscrire un rapport problématisé à l'histoire, de nous faire sans cesse prendre conscience que l'histoire qui est racontée ne va pas de soi, qu'elle est déposée dans des documents, dans des témoignages, dans toutes sortes de sources qui sont elles-mêmes sujettes à caution. Et elles veulent aussi parfois très nettement mettre de l'avant les techniques même de la discipline historique, les avancées de la discipline historique. Un exemple à la limite de la caricature, je dirais, de ce souci, ce serait le roman de Laurent Binet, là, H, il y en a 4. 3 majuscules et 1 minuscule, hein, qui sans cesse nous rappelle qu'il n'est pas dupe des procédés romanesques, qu'il n'est pas dupe de ses sources, qu'il n'est pas dupe de l'écriture et qu'il veut, chaque fois que l'illusion du roman risque de prendre, qu'il vient la casser, mais pas toujours quand même. Alors, une des caractéristiques donc de ces fictions de l'histoire serait un certain rapport, disons, contraint à l'histoire, contraint par, évidemment, la connaissance des débats même de l'écriture historienne, mais contrainte aussi parfois par le côté très chaud des questions historiques qui sont abordées dans ces romans. Par exemple, la Shoah, évidemment, qui est un événement historique à manipuler avec des pincettes, mais aussi l'épuration en France, l'occupation, la guerre d'Algérie, ou même, toute proportion gardée, octobre 70 au Québec. Alors, dans ce livre des fictions sans fiction, il y a des chapitres qui portent sur l'écriture du fait divers, sur l'écriture plus biographique et sur l'écriture de l'histoire. Plus particulièrement, ce sont les chapitres sur l'écrivain allemand Sebald, que vous connaissez peut-être, dont je recommande absolument la lecture, qui est un des auteurs allemands contemporains, à mon sens, parmi les plus passionnants. Chapitre sur Jan Karski aussi, roman dont vous avez peut-être entendu parler, de Yannick Hanel, qui a été à la fois célébré, conspué à peu près à proportion égale. Et il y a un chapitre sur Hamelin et aussi sur Karl Leblanc, que vous connaissez peut-être, sur son roman qui s'appelle Artefact, qui est combiné avec son très très beau film Le cœur d'Auschwitz, sur je dirais, sur les séquelles québécoises ou les prolongements québécois de la Shoah. Alors, pourquoi l'histoire a-t-elle autant passionné les écrivains contemporains? Pour toutes sortes de raisons. Bien sûr, il suffit de faire l'impasse sur l'histoire pendant une génération pour que ce qu'on a chassé par la porte devant rentre par la fenêtre. Là, il y a toujours un appel d'air. Mais plus profondément que ça, je dirais, parce que c'est un réservoir de faits avérés qui sont d'une très grande complexité, qu'il est difficile de parvenir à complètement connaître et que donc il y a toujours des zones d'ombre à éclairer et que les zones d'ombre, autant de la psychologie humaine que de l'histoire, attirent invariablement l'écrivain, c'est sûr, mais aussi parce que c'est un réservoir d'interprétation conflictuelle, l'histoire, et que il est très intéressant d'essayer de prendre la mesure de ces interprétations-là et de leur portée et de leur point aveugle aussi, et que ces interprétations prétendent déjà donner, sinon une photographie du réel, du moins une image plausible du réel, et que donc écrire l'histoire, c'est déjà travailler sur des interprétations du réel, c'est déjà travailler sur un matériau qui a pour mission
de donner une représentation juste du réel. C'est donc s'exercer à une critique déjà du réel, à une méta-écriture du réel qui, pour les écrivains, constitue un terrain intéressant. La conjoncture actuelle aussi n'est certainement pas étrangère à cet intérêt pour l'histoire. Pensons, nous sommes entrés très manifestement dans l'ère de ce qu'on a appelé le devoir de mémoire, dans l'ère des commémorations. Ça va du débarquement de Normandie au 50e anniversaire de l'album blanc des Beatles. Tout est objet de commémoration. Et donc, cette conjoncture actuelle de devoir de mémoire, de commémoration, semble vouloir faire tenir, s'exercer à faire signifier et à faire ressignifier le passé pour notre présent. Donc, il semble y avoir ce mouvement-là, de faire signifier, faire ressignifier le passé pour notre présent, pour qu'on se souvienne, pour qu'on en tire une leçon, pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Cela dit, plusieurs historiens ne sont pas sans s'inquiéter de cette prolifération de fiction de l'histoire et ne sont pas donc sans s'inquiéter de l'atténuation de la frontière entre ce qui serait des fictions de l'histoire ou des fictions historiques et l'écriture de l'histoire proprement dite. Ce questionnant, entre autres, est l'un des débats les plus importants parmi les historiens. C'est celui du retour au récit, c'est-à-dire du recours, non pas du retour, mais du recours au récit, c'est-à-dire de l'utilisation du récit pour du récit qui est commun autant au roman qu'à certaines pratiques historiennes pour faire reconstituer l'histoire, pour l'interpréter, la faire signifier. Il y a eu un dossier très intéressant il y a quelques années, en 2011, de la revue Le Débat, auquel je vous renvoie, qui s'intitule « L'histoire saisie par la fiction ». C'est le numéro 165 du Débat. Et il y a un article de Boucheron, de Patrick Boucheron, un historien très célébré en France, qui est entré au Collège de France, ma foi, assez jeune. Il y a un article dont le titre est tout à fait intéressant et tout à fait évocateur. Je vous donne simplement le titre. On nomme littérature la fragilité de l'histoire. Et il y a un article aussi dans ce même numéro de Pierre Nora, Histoire et roman, où passent les frontières. Donc, ils disent bien le souci des historiens, puis ça passe beaucoup c'est ça, à travers la question du récit historique, récit que l'école des Annales, la grande école historique française, qui a commencé à peu près à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et qui a vraiment fleuri après la guerre, récit que cette école des Annales avait plus ou moins mis de côté pour pratiquer une autre forme d'histoire qu'on a appelée souvent l'histoire tableau, l'histoire statistique, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas donc cette méfiance des historiens que des historiens de première force, par exemple Alain Corbin, dans un livre qui a été 1000 fois cité, qui s'intitule « Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot sur les traces d'un inconnu », de ce titre, publié chez Flammarion en 2008. Donc, cette méfiance à l'égard du récit de la fiction n'a pas empêché des historiens très importants de céder, disons-le, à la tentation de la fiction pour fiction contrôlée, souvent, fiction bien désignée comme telle, dont les limites sont très claires à l'intérieur de leurs travaux. Donc, céder à la tentation de la fictionnalisation de la fiction pour accéder à des zones qui, jusque-là, avaient été inaccessibles aux historiens, faute d'archives, souvent. Entre autres, toute cette histoire des gens de peu, histoire des illettrés, histoire de ces gens qui n'ont pas laissé de traces, mais dont on veut essayer de comprendre comment ils ont pensé, comment ils ont vécu de l'intérieur les contraintes qui se sont exercées sur eux. Alors, comme le remarque
D'ailleurs, Corbin a aussi un article dans ce numéro du débat qui s'intitule « Les historiens et la fiction, usage, tentation, nécessité ». Vous avez une gradation de l'usage à la nécessité. Alors, comme le remarque Mathieu Vernet dans un compte-rendu de ce dossier de la revue Le Débat, il dit ceci: « La fiction s'empare des faits, la science des faits s'interroge sur ses rapports avec la fiction quand elle n'est pas tentée d'expérimenter ses procédés. » Donc, on voit bien qu'il y a là une zone où les choses se touchent de très près et où on manque peut-être de douaniers pour bien établir ce qui passe et ce qui ne passe pas, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il y a donc là tout un terrain mitoyen entre la fiction et l'histoire qui a été très lourdement, investi par des écrivains. Alors, le réel aujourd'hui. On peut s'interroger sur, et sans doute l'avez-vous fait ici, sur les enjeux immédiatement contemporains de l'écriture du réel. C'est-à-dire, quand je dis l'écriture du réel, c'est l'écriture, ce que j'entends, c'est l'écriture d'un réel, en tout cas pour aujourd'hui, d'un réel attesté. D'un réel qui repose sur des documents, sur des faits, à distinguer donc du réel qui, lui, serait tout simplement, qui procéderait tout simplement d'une nouvelle forme de réalisme, qui serait collé aux nouveaux modes de vie ou de perception, aux représentations de ces modes de vie. Donc, quand je parle le réel aujourd'hui, je parle de ce qu'on appelle plus communément la réalité, telle que les journalistes, les historiens, les documents nous la rendent présente. Alors, on peut se poser la question, quand on se demande quels sont les enjeux contemporains de l'écriture du réel, s'il s'agit toujours aujourd'hui pour la littérature de donner du réel une représentation vraisemblable. On pourrait le croire parfois, quand on voit l'obstination que mettent certains écrivains, en particulier certains jeunes écrivains, à reconstituer la langue parlée telle qu'elle se parle vraiment, à cette fascination pour ce qu'on appelle aussi le trash, qui serait une espèce de réel exagéré, augmenté, et ainsi de suite. Mais on peut se poser la question plus largement quand même, est-ce qu'il s'agit toujours pour la littérature, peut-être pour la littérature qui nous intéresse, pour la littérature plus savante peut-être, de donner une représentation vraisemblable du réel? Et sous question à celle-ci, est-ce que notre lecture exige encore aujourd'hui qu'on lui serve un monde plausible, propice à l'identification ou du moins à la reconnaissance, un monde immédiatement habitable par nos projections imaginaires, par nos fantasmes, un monde déjà interprété et cohérent? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ce n'est plus ce que notre lecture attend, ce n'est plus ce que nous demandons à la littérature, même si il semble y avoir une très grande demande pour une écriture du réel. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande à cette écriture du réel? D'abord, il me semble important de constater, en tout cas il m'apparaît clair, que dans la période littéraire postérieure à 1980, donc dans la période littéraire postérieure à ce qu'on a appelé l'essoufflement des avant-gardes, au fait que les avant-gardes constituées, que ce soit un nouveau roman tel quel, je parle de la fiction ici, mais on pourrait parler aussi des avant-gardes poétiques. En tout cas, il apparaît clair, donc, que cette période postérieure à l'essoufflement des avant-gardes, si elle a voulu renouer avec le réel, elle a néanmoins radicalement séparé l'écriture du réel et le réalisme. Le réalisme qu'elle a assez rapidement, parfois, assimilé à un illusionnisme truqué, disons. Si donc le réel fait retour après 1980, c'est une question, c'est quelque chose qu'on pourrait remettre en question, mais on ne le fera pas ici aujourd'hui. On va plutôt dire que, OK, d'accord, le prendre comme un préalable, puisque les critiques semblent s'entendre très largement pour dire que le réel revient après 1980. Donc, si le réel fait retour après 1980, il me semble que c'est davantage comme un problème que comme une matière
qu'il faudrait traiter, qu'il s'agirait de rendre dans une œuvre, de rendre de manière convaincante dans une œuvre littéraire. Alors, cette matière à traiter, elle demande donc un certain traitement, un traitement qui prend nettement ses distances par rapport à l'esthétique réaliste. Il n'y a aucun de ces écrivains du réel aujourd'hui qui va se réclamer du réalisme. En tout cas, s'il le fait, il va le faire avec beaucoup de restrictions et en précisant très bien les contours de ce réalisme. Ce traitement, donc, il est très souvent, ce traitement du réel auquel s'adonnent les écrivains, il va très souvent être expliqué ou justifié par une autre vision du réel. Ce traitement du réel qu'on observe après 1980 serait tout simplement tributaire des changements de la réalité elle-même, des changements de la conjoncture amenés par la technologie, par toutes sortes d'éléments civilisationnels. Alors, quelle est cette vision du réel qui semble assez consensuelle et que les nouveaux réalistes, pour dire rapidement, essaieraient de rendre? Bon, alors, ces caractéristiques, je vais vous les donner en vrac. C'est un peu des choses qui reviennent, qui traînent un peu partout. Le réel est fragmenté. Le réel ne peut pas être récupéré par des systèmes globaux d'explication. Le capitalisme, le marxisme, il n'y aurait plus, et là, on nous a beaucoup cité Lyotard, il n'y aurait plus de grands récits auxquels se raccrocher. Le réel, il est statistiquement mesurable et observable, mais il est en même temps traversé par des courants de sensibilité innombrables et incommensurables. C'est souvent ce qu'on désigne par la fragmentation des marchés, par les niches et ainsi de suite. Donc, il n'y aurait plus de... on voudrait en donner un portrait global par la statistique. Dieu sait que la statistique règne, mais en même temps, parallèlement, il y aurait, à travers tout ça, une espèce de fragmentation encore qui viendrait tout défaire et des courants de sensibilité innombrables. Le réel, ce serait un mixte de faits et de rumeurs, de cultures légitimes et de sous-cultures, de représentations plus ou moins largement partagées et d'affects, de savoir technique et de croyances, d'information continue et de désinformation à travers, entre autres, les réseaux sociaux. Bref, le réel, ce serait ce qui se donne aujourd'hui comme anthropique, immaîtrisable, instable, à la fois régulé par des centres et largement délocalisé à ses marges, un espèce de chaos inexplicable à l'intérieur duquel la parole de l'écrivain peinerait à se faire entendre et entrerait en concurrence avec d'innombrables sources de production de discours plus ou moins autorisées et plus ou moins institutionnalisées. Donc c'est avec cette idée-là du réel que travailleraient les écrivains après 1980, donc avec aussi donc, un sentiment de leur précarité, du fait que l'écrivain n'est plus souverain dans sa capacité de rendre le monde intelligible, mais qu'il est peut-être marginalisé à côté d'autres producteurs de discours sur le réel, et en particulier à côté des producteurs d'images et des producteurs médiatiques. Donc, dans un contexte comme celui que je viens de vous décrire à partir, je dirais, de tous les topoi qui circulent sur ce que c'est, sur la réalité dans laquelle nous vivons, le travail de l'écrivain ne saurait plus être la reproduction la plus fidèle, la plus cohérente et la plus explicative ou la plus illustrative des forces qui polarisent et qui organisent la réalité. Ce qui force donc l'écrivain à peut-être plus de modestie qu'un Balzac, par exemple, ou un Zola, que les écrivains du grand réalisme.
Cette modestie, elle est liée aussi au fait qu'on ne croit plus autant à la capacité du langage à élucider les forces qui animent le monde. On sait très bien aujourd'hui que le langage est une médiation qui, en même temps qu'il nous donne accès au monde, nous en sépare. C'est une des raisons pour lesquelles donc l'écrivain écrit avec le soupçon, mais pas seulement le soupçon au sens de Nathalie Sarraute, mais le soupçon même de sa légitimité. Et l'écrivain est forcé aussi à une certaine modestie, un certain relativisme par le fait qu'il y a bien d'autres médias qui entrent en concurrence avec lui et qui, eux, prétendent simplement enregistrer le réel en direct, qui prétendent nous le livrer tout cru, comme une caméra de surveillance, par exemple, ou une webcam. Et bien sûr, c'est un leurre. On sait bien quelle est l'importance, que l'endroit où on pose sa caméra est d'une importance primordiale et que le montage aussi est d'une importance primordiale. Mais il y a une espèce je dirais, de doxa qui nous donne à penser que les images ont une capacité plus grande de nous livrer le réel tel qu'il est. Ce qui explique, par ailleurs, que la littérature contemporaine et les travaux de Marie-Pascale Huglot là-dessus sont tout à fait convaincants, donnent une place très grande à la culture de l'image, entre autres par l'écriture de la scène, la description de la scène. Alors, j'arrive à la constellation du Lynx, après ce préambule que vous aurez peut-être jugé longuet, mais donc à la constellation du Lynx, donc, qui est au sein du corpus québécois une de ces rares œuvres récentes là, qui se situe vraiment, me semble-t-il, de plein pied dans ces fictions de l'histoire que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire de ces œuvres qui revisitent, pour utiliser l'anglicisme, au présent, un épisode traumatisant et majeur de l'histoire nationale québécoise. Cela dit, il serait exagéré de faire de la constellation du Lynx le seul roman québécois publié depuis 1980 ou de faire de la constellation du Lynx le meilleur roman publié depuis 1980 qui rende compte d'une mémoire inquiète à l'égard d'un épisode historique majeur, en l'occurrence ici, octobre 70. Seulement sur les événements d'octobre, il y a toute une bibliographie. J'ai un postdoc qui travaille avec moi là-dessus, sur toutes les fictions d'octobre, et il y a un corpus quand même assez vaste qui va d'une espèce de bluette de Pierre Turgeon, par exemple, qui s'appelle Un dernier blues pour octobre, jusqu'à un roman historique comme le coup de poing de Louis Caron, qui est le 3e tome des Fils de la Liberté. 2 livres d'ailleurs, Un blues pour octobre, Un dernier blues pour octobre et le coup de poing qui ont été publiés en 1990, donc 20 ans après la crise, ce qui dit bien par ailleurs qu'on aime les chiffres ronds et qu'il y a là quelque chose qui s'apparentait peut-être à la commémoration. D'ailleurs, le roman, lui, de Damelin est sorti en 2010, donc exactement aussi 40 ans après les événements. Donc, on est là aussi peut-être un peu dans le devoir de mémoire et dans cette commémoration dont je parlais plus tôt. Alors, je ne sais pas si le roman d'Amelin participait volontairement ou non de ce devoir de mémoire, mais en tout cas, je me doute bien que son éditeur, comme il a pris bien des années à le faire, à le fabriquer, ce roman, que son éditeur lui a dit, écoute, essaie donc d'accélérer un peu pour tomber sur cette date magique du 40e anniversaire. Donc, ce roman, il a eu une fortune critique extraordinaire, rare pour un roman québécois, et pour un roman québécois, disons-le, aussi exigeant. D'abord, il a frappé la critique, bien sûr, par son ampleur. C'est presque 600 pages bien tassées dans l'édition de poche, par son ambition. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a 8 ans de recherche derrière ce roman-là, une volonté de reconstituer la crise, mais par tous les points de vue. Autant il a fouillé autant les dossiers de police que l'histoire officielle, que les journaux jaunes, que toutes sortes de sources.
Et il a aussi pris connaissance d'une foule d'interprétations qui avaient été déjà données des événements, et il a, à travers tout ça, essayé de parvenir à sa propre interprétation. Il a frappé aussi la critique par son parti pris nettement affirmé d'opposer une fiction romanesque aux fictions de l'histoire qui ont été élaborées tant par les ravisseurs de James Cross et de Pierre Laporte que par les autorités policières et politiques. Donc, il y avait là, dans le livre, quelque chose comme un contrepoison. C'est-à-dire que ce que nous dit en gros Hamelin, c'est qu'il y a 40 ans qu'on nous fait de l'intox avec cette histoire d'octobre 70. Moi, je vais faire l'enquête complète avec le recul que j'ai et avec justement les outils qui sont ceux du romancier. Je vais aller dans des endroits où les historiens ne sont pas allés et je vais vous donner une version plus puissante que celles qui ont précédé. Alors, le roman d'Hamelin illustre tout à fait bien et là je cite Nathalie Piéguet-Gros, dans un petit livre très intéressant publié aux éditions Tangence à Rimouski. C'est une conférence qu'elle a faite là-bas, un petit livre qui s'intitule, publié en 2012, qui s'appelle « Le futur antérieur de l'archive ». Et dans ce livre-là, Nathalie Piéguet-Gros constate la migration des dispositifs historiques dans le texte littéraire. C'est-à-dire qu'elle remarque que dans la production contemporaine, à partir de Claude Simon, entre autres, mais d'autres, il y a dans l'écriture même du roman certains procédés de l'écriture historique qui se retrouvent, qui sont repris par les romanciers, et elle fait de ça un indice de la prégnance de l'histoire et des formes mêmes du discours historique auprès des écrivains. Alors, cette migration des dispositifs historiques, elle est particulièrement visible dans le cas des passages qui mettent en scène le personnage, les personnages plutôt de Chevalier Branle-Queue. Donc, vous savez sans doute que c'est une transposition approximative un peu de Jacques Ferron mélangé avec Gaston Miron, hein, en gros, peut-être un peu du Berraquin là-dedans aussi. Cette position, donc, elle est illustrée par ce personnage-là, mais aussi par celui de Sam Nilo, qui est l'alter ego romanesque d'Hamelin, de Frédéric Falardeau, hein, un de ses comparses, et des autres membres du cercle des octobiéristes, hein, ce cercle composé d'étudiants de l'UQAM qui se réunissaient régulièrement autour de Branle-Queue dans un bar de la rue Ontario pour disserter sans fin, hein, sur les dessous de la crise d'octobre. Donc, dans ces passages où il est question des octobiéristes, hein, les thèses des uns et des autres, des felkistes, des policiers, des politiciens, et ainsi de suite, sont passées au crible du soupçon conspirationniste, hein, puisque Branle-Queue et ses disciples, et Hamelin aussi bien, hein, sont convaincus que la version officielle, hein, selon laquelle la crise aurait pris les autorités au dépourvu, est un grossier mensonge. Hein. Hamelin, comme ses personnages, sont d'avis que les services de renseignement, hein, savaient que des actions d'éclat se tramaient, qu'ils avaient infiltré le FLQ et qu'ils auraient même peut-être incité les felkistes à agir. Donc, je ne vais pas entrer plus avant dans la discussion de ces thèses-là, hein, des octobiéristes, sinon pour ajouter que pour ces derniers, donc, ce ne sont pas des circonstances imprévisibles ni des hasards malheureux qui auraient mené à l'assassinat de Pierre Laporte, hein, mais un enchevêtrement de formes et de forces complexes et d'intentions croisées. Donc, ce composé d'actions aux conséquences funestes, hein, les personnages vont le mettre au jour au fil d'une enquête qui emprunte, elle, largement aux méthodes de l'histoire. Par exemple, les octobiéristes vont compulser et confronter des récits historiques, des rapports, des témoignages, des coupures de presse, des minutes de jugement, des pièces à conviction, des interviews anciennes et récentes. Bref, ils vont faire tout un travail sur le document pour arriver à les faire parler, les interpréter, les faire parler autrement, les lire les uns à la lumière des autres et arriver à des conclusions nouvelles.
ils vont le faire tant et si bien que quand on lit le roman, on en arrive, la crise finit par apparaître après coup, c'est-à-dire avec la distance historique qui est celle des octobiéristes, hein, et dans l'optique résolument textuelle qui est celle des octobiéristes, hein, puisque eux, ce qu'ils regardent, c'est des textes, hein, c'est des textes qu'ils confrontent. Donc, la crise apparaît après coup comme résultant d'abord de l'entrechoquement violent, hein, non pas d'armes, de personnes, mais comme l'entrechoquement violent de versions du réel contradictoires consignées dans des archives, hein, versions qui, comme en conviennent Sam Nihilo et Fred Falardeau, plusieurs années là, après que le cercle octobiériste a cessé de se réunir, version donc qui s'apparente peu ou prou à des fictions. Et je vous renvoie à la citation 2 que vous avez sur votre exemplier. Avoue qu'on est loin de Joyce, on est loin du Baraquin, pas d'accord. On est dans l'invention et la fabrication, l'intrigue et l'histoire. Des gens très créatifs, là aussi, lancent leur petite fiction dans le monde. La différence, c'est que quand ça fonctionne, on n'appelle pas ça un best-seller, on appelle ça l'histoire. Mais de quoi tu parles, là? De la désinformation comme un des beaux-arts, à une certaine profondeur, ce qu'on trouve, ce n'est plus des gens qui se tirent dessus, plutôt une guerre entre des textes. Alors, bon, ce n'est pas étonnant que Nihilo et Falardeau, qui sont des professionnels, hein, de la fiction et des intrigues, en arrivent à lire Octobre 70 comme un conflit de textes. Hein. Ce sont des croyants, jusqu'à un certain point, et leur conviction, c'est que la fiction a le pouvoir non seulement de dire le monde comme, hein, on peut le penser à la suite des réalistes, des écrivains réalistes. Non, donc la fiction n'a pas seulement le pouvoir de dire le monde, mais de le façonner, hein, de le construire. Et ils seraient sans doute d'accord, Falardeau et Nihilo, si on pouvait les rencontrer, hein, avec Michel de Certeau, pour affirmer que le passé est une fiction du présent, c'est-à-dire une fiction qui s'élabore au présent afin de conférer un usage particulier au passé. Alors, selon Nihilo, hein, la crise d'octobre, je le cite, à la page 510, c'est très court, vous ne l'avez pas dans votre exemplier, la crise d'octobre était restée la face cachée de la lune québécoise. Hein. En somme, hein, une histoire que des textes contradictoires avaient rendue illisible. Mais il serait peut-être plus juste de dire qu'en fait, cette histoire-là, elle avait été recouverte par d'autres histoires, et par les fictions des uns et des autres. D'ailleurs, à la toute fin du livre, hein, quand Sam Nihilo, je pense, est au Mexique, et tout à coup, il a comme une illumination, et le fin mot de l'affaire, le fin mot de la crise lui apparaît là, tout à coup dans sa limpide clarté. Quand ça lui arrive, hein, ça nous est raconté comme si tout à coup, hein, les écailles, c'est pas des écailles qui lui tombaient des yeux, mais des couches de récit. Hein. Et je vous renvoie à la citation 3, donc page 556, tout à fait près de la fin du roman, hein, toute une histoire, mais leur couverture narrative les avait trahis. La petite histoire concoctée exprès pour tromper les journalistes et leur fournir une réponse toute prête aux questions des voisins. Leur fabrication était posée comme un couvercle sur la vraie histoire, si prodigieusement secrète que mes paroles, en lui donnant forme, me causaient un choc répété. Hein, ses yeux se décilent, comme on dit dans la Bible. Car tandis qu'elles sortaient de ma bouche, je découvrais que les choses avaient vraiment dû se passer ainsi. Donc, en parallèle, hein, si on veut, dans ce roman dont on pourrait discuter, est-ce qu'il s'agit d'un roman à thèse ou non? Hein, c'est une question qui serait intéressante de se poser. Donc, en parallèle, donc, dans ce roman, l'enquête historique du personnage de Sam Nihilo et l'enquête romanesque d'Amelin lui-même, l'auteur, finissent donc par produire une espèce d'histoire de rechange, hein, qui est celle
de la constellation du Lynx, qui zigzague, cette histoire de rechange, entre la version des autorités et celle des felkistes, et qui prétend donc déjouer les pièges de la désinformation. Donc, Hamelin, par, je dirais, les moyens conjugués de la discipline historique, parce qu'il a fait pendant ces 8 ans un vrai travail de recherche historien et de la fiction, il produit donc cette histoire autre qui débouche, je l'ai dit tout à l'heure, en d'autres mots, sur une fiction, je dirais, plus englobante ou plus puissante que les fictions historiques existantes, en tout cas, tout au moins suivant la logique interne du roman. Donc, j'ai parlé des procédés historiques tout à l'heure, compulsion de documents. Si je prends les procédés plus proprement romanesques, on peut penser au saut dans l'espace-temps. Le roman nous amène à sans cesse télescoper les époques. Le colmatage des brèches du récit par la fiction. Quand on ne sait pas, on imagine. La polyphonie, faire parler plusieurs personnages. Les variations de point de vue, la focalisation interne, la multiplication des scènes, les interpolations et les extrapolations. Donc, ce sont tous des procédés romanesques qui, combinés aux procédés historiques, amènent donc Hamelin à produire la constellation du Lynx comme fiction de rechange à l'histoire. Cette fiction de rechange, elle présente aussi l'avantage de ruser avec l'une des fatalités de l'écriture historienne, mise en lumière par De Certeau. De Certeau remarquait dans l'écriture de l'histoire que la recherche, et je cite De Certeau, débute dans l'actualité d'un lien social et d'un appareil institutionnel ou conceptuel déterminé, alors que l'exposé suit un ordre chronologique, dans la mesure où il prend le plus ancien comme point de départ. Il y aurait donc une distorsion inévitable, quasi inévitable, par le fait que l'historien écrit à partir de son présent, dans l'actualité de son lien social, de sa demande sociale d'histoire, de la demande sociale de compréhension de l'histoire, mais que quand il raconte l'histoire, ensuite, il ne part pas de sa situation, mais il remonte du plus ancien au plus actuel. Or, par sa construction extrêmement fragmentée, la constellation du Lynx échappe à cette inversion de la perspective. Et si la quête de Sam Nihilo, elle se trouve, oui, comme celle de l'historien, à bien inscrire dans le roman les déterminations conceptuelles et idéologiques du moment où a lieu l'enquête, 2008, 2006, 2009, 2010, là, il y a plusieurs autres plans de récit qui échappent à Nihilo. Nihilo n'est pas le narrateur de tout le récit, mais seulement de certaines portions du récit. Il y a beaucoup d'autres plans du récit qui échappent à ce niveau premier, qui est le niveau de la narration de Sam Nihilo, et qui se situent de plein pied dans un passé qu'ils évoquent en parfaite contemporanéité avec l'événement. Il y a donc une espèce, par ce procédé-là, on a à la fois la demande historienne du présent de faire signifier le passé, mais on a aussi des fragments de récit qui échappent à ça et qui se donnent comme échappant à l'emprise de la narration et échappant à l'emprise du présent pour se situer de plein pied avec les événements racontés. Et c'est tout à fait prémédité, bien sûr, et le roman, je pense qu'on doit lire le roman dans la perspective de son incipit, qui est tout à fait spectaculaire, et qui dit tout de suite, en mettant en scène une narration impossible, que on ne sera pas dans un récit de fiction réaliste et qu'on ne sera pas dans un récit qui va reprendre le fil de l'histoire, mais dans un récit qui va déconstruire tout ça. Je vous rappelle le début, la première phrase, je m'appelle Marcel Duquet et je vais mourir dans environ 5 minutes. Marcel Duquet ne peut pas être le narrateur de ça s'il va mourir dans 5 minutes. Il faudrait qu'il conduise son tracteur et qu'il soit, qu'il écrive. Alors, cette narration-là, on la remarque comme un effet littéraire qui nous fait vraiment commencer une medias res, qui est spectaculaire, qui nous fait entrer de plein pied dans le roman, mais aussi, je crois, le fait que ce soit une narration qui est vraiment donnée comme étant une narration impossible, ça nous entraîne, me semble-t-il, à lire l'ensemble du roman avec une espèce au moins de suspicion.
Donc, elle ne peut trouver cette narration, hein, aucun prolongement dans le présent. Normalement, le récit de Marcel Duquet n'aurait même pas dû se rendre jusqu'à nous. Elle instaure donc un espèce de passé clos qui ne se relie pas à un présent. Et beaucoup de séquences dans la constellation du Lynx, si elles ne sont pas aussi frappantes que celle-là, vont éclairer les prodromes, hein, les prodromes de la crise d'octobre, sans les relier au présent, c'est-à-dire sans les relier au projet de sens qui est celui que poursuit Sam Neill dans son enquête historique, mais les donner comme des espèces d'épisodes enquistés dans le temps, d'épisodes du passé donnés comme étant vraiment passé, inatteignables par le souvenir, non mobilisables pour l'édification d'un récit historique comme celui de Sam Neill, mais doté donc d'une forte présence littéraire et romanesque qui résonne chez le lecteur. C'est donc dans cette relative déliaison du récit, hein, de la constellation du Lynx, qui fait alterner des plages de sens pour nous, lecteurs, à travers Sam Neill et des moments du passé restitués à leur propre chronotope, donc des moments du passé qui sont vraiment donnés comme passé. C'est cette donc, alternance, si on veut. C'est dans cette alternance que réside pour moi l'intérêt du roman et son côté très contemporain qui déconstruit, hein, le roman historique pour en faire vraiment une fiction de l'histoire. On peut se poser la question, pourquoi Hamelin, s'il était convaincu à donner des aperçus inédits sur le réel, a choisi d'écrire une fiction? On peut se la poser la question, d'ailleurs, tous les médias l'ont posé, et vous avez la citation 4, c'est une entrevue parmi d'autres, mais où je trouve que Hamelin est particulièrement clair, où il s'explique à Noémie Mercier de ce choix. Alors, si vous êtes convaincu de ce que vous avancez, pourquoi ne pas avoir écrit un essai historique plutôt qu'un roman? Je le ferai peut-être un jour. L'essai m'aurait obligé à être plus prudent, je l'avoue. Par le roman, j'ai pu m'aventurer dans des zones que les historiens officiels ne peuvent explorer parce que leur travail repose essentiellement sur les archives écrites. Je n'ai pas non plus le fardeau de la preuve journalistique. Mon imagination de romancier m'a servi d'instrument pour fouiller cette affaire. Seule cette forme littéraire me permettait d'ouvrir des pistes et d'embrasser l'histoire dans toutes ses contradictions, ses ambiguïtés, ses coins d'ombre. Alors, bon, bien sûr, Hamelin, ici, n'allègue pas des motifs très originaux. Victor Lévy-Beaulieu dit la même chose quand il écrit sur Melville. Il dit « La fiction me permet d'aller dans des zones de Melville que les documents ne me permettent pas d'atteindre. Hein. » Les écrivains qui écrivent sur l'histoire, la biographie, ont souvent cette espèce de plaidoyer pro-domo en valorisant les acquis de la fiction et en disant que la fiction leur permet, si on veut, d'exhumer une vérité supérieure aux platitudes factuelles de l'histoire. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est très particulier, par contre, en tout cas plus particulier dans le cas d'Hamelin, à mon sens, c'est la fougue, hein, que l'auteur a mise à affirmer que sa fiction est plus exacte que celle qui, jusqu'à présent, a été produite par les témoins, les journalistes et les historiens. Hein, c'est d'avoir affirmé très fort médiatiquement la valeur interprétative et la valeur de vérité de son roman. C'est assez rare que les romanciers, disons, dans le hors-texte, et là, il y a eu une polémique, il y a eu toutes sortes de lettres dans le Devoir et un peu partout, et on l'a traité de fabulateur, et bon, il a quand même défendu ça avec beaucoup de force. Par ailleurs, Hamelin, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, l'essai dont il parlait ici, il y en a publié un par la suite qui s'intitule « Fabrication ». Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu ou regardé? C'est très, très, très intéressant. C'est pas un essai de type historique, hein, comme ce qu'il annonçait, c'est plutôt une réflexion fragmentée sur, et je cite, sur la fiction et l'histoire. Parce que c'est le sous-titre du livre, Fabrication, essai sur la fiction et l'histoire. Et dans cet essai-là, Hamelin revient notamment sur l'apport possible de la fiction dans la résolution des impasses historiques, hein, des questions historiques qui restent en suspens. Et sur un mode plus spécifique, il revient sur le caractère ambivalent de sa posture de romancier. Et il y a une partie de l'essai qui est un dialogue simulé entre Louis Hamelin, l'auteur, et Sam Neill, son personnage. Et dans un de ces dialogues simulés,
à propos donc des nombreux entretiens qu'Hamelin a accordés à la presse à la sortie du livre, où était, je viens de dire, réaffirmé le caractère véridique des conclusions du roman. Hamelin fait dire à son personnage, Nihilo, alors Nihilo pose la question à Hamelin, à quoi bon faire œuvre d'imagination, hein, si c'était pour renier la part de fiction à la première occasion? Or, il me semble que c'est précisément la posture entre fiction et non-fiction, hein, posture stratégique, qui permet à Hamelin de jouer sur tous les tableaux, à la manière d'un Norman Mailer, par exemple, hein, adepte du New Journalism et de la non-fiction novel, qui, à la manière donc, ou de Don DeLillo, qui lui est plus ancré sur le terrain de l'art autonome, mais qui a écrit, par exemple, une fiction à propos de l'assassinat de Kennedy. Donc, il campe résolument sur cette posture entre fiction et non-fiction, comme posture stratégique. Et donc, il s'installe dans un paradoxe, c'est-à-dire qui est celui d'affirmer avec force la vérité herméneutique et factuelle, les deux. Hein. Il asserte autant la vérité des faits qu'il met au jour que des interprétations qu'il donne des faits. Donc, cette posture un peu paradoxale, donc, d'affirmer avec force la vérité herméneutique et factuelle d'un récit à teneur historique qu'il inscrit pourtant, et c'est là qu'est le paradoxe, dans un cadre qui, lui, s'affiche d'emblée comme romanesque. Et je dirais, non seulement comme romanesque, mais comme hyperboliquement romanesque, d'une certaine façon. Parce que ce qui est très curieux, c'est que malgré le réalisme revendiqué jusqu'à un certain point, ou du moins la conformité au réel, là, faisant attention des termes qu'on utilise, revendiqué dans ce roman-là, il y a des éléments qui viennent miner ce sérieux romanesque, hein, ce sérieux du roman, tout à fait dans l'esprit du réalisme, à dire quelque chose de vrai de la société, hein, et d'un épisode historique et social. Entre autres, il y a le personnage de Chevalier Branle-Queue, son caractère loufoque. Hein, il y a des éléments de grotesque, hein, particulièrement ce personnage-là, bien sûr par le nom, mais aussi, par son caractère. Il est doté d'une mégère, hein, son caractère aussi d'homosexuel rentré, poète rare, conspirationniste. Le cercle des octobiéristes est aussi quelque chose d'un peu loufoque. Et surtout le nom qu'on donne, hein, octobiériste, donc fasciné par Octobre, mais aussi par la bière, hein, qui contribue donc à inscrire une distance ironique entre les récits et l'auteur, hein, entre le récit et l'auteur, comme si, et c'est très curieux, comme si, malgré la somme de recherche qu'a demandé l'écriture de la constellation du Lynx, comme si, au fond, Hamelin ne prenait pas la crise tant au sérieux que ça, comme s'il y voyait, au fond, une espèce de révolution d'opérette. Hein, donc, il y a le grotesque qui vient miner cette adhésion au réel du roman, et il y a aussi, bien sûr, le fantastique, hein, à travers les apparitions spectrales, hein, de Paul Lavoie, alias Pierre Laporte, en spectre exigeant d'être vengé. Donc, ces éléments-là participent aussi, comme le grotesque, à la relative mise en échec du réalisme. Mais en même temps, et c'est là qu'on voit que le roman essaie vraiment de camper dans un entre-deux, le roman ne cesse, hein, de multiplier les accroches au réel, en ayant bien sûr recours à des toponymes et à des anthroponymes avérés, en produisant des documents authentiques, des articles de journaux par exemple, en rappelant des événements attestés, en développant des analyses assez souvent plausibles de points d'histoire restés nébuleux, et surtout en multipliant les clés de lecture, hein, qui ouvrent sur un arrière-plan dont on a de bonnes raisons de croire qu'il est fondé dans la réalité. Alors, si donc, comme je l'ai dit, hein, la constellation du Lynx invite d'entrée de jeu à une appréhension romanesque de l'histoire, hein, elle n'en suscite pas moins, sous la forme d'un chiasme, une lecture historicisante de la fiction. Alors, je vais terminer, j'espère que je n'ai pas été trop long, par quelques éléments justement sur le roman à clé. Alors, dans le livre que Anthony et Michel ont publié, il y a ce chapitre de Sean Latham, hein, The Art of Scandal,
et qui est très intéressant. Et il y a un aspect de ce sous-genre que signale Latham, qui est, et c'est la citation 5, hein, son rôle productif, bien que négligé dans le renouveau du roman au XXe siècle, en permettant à celui-ci de s'extraire du réalisme victorien pour se plonger dans des eaux beaucoup plus troubles où la réalité et la fiction s'entremêlent agréablement et parfois dangereusement. Alors ici, Latham songe, entre autres, à des romans parce qu'il parle de s'extraire du réalisme victorien, comme Le portrait de l'artiste en jeune homme de Joyce, Ulysse, à Orlando de Virginia Woolf, au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. On pourrait penser à Proust, on pourrait penser à bien d'autres auteurs non anglais. Hein? Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que le roman à clé, qui est un genre en général extrêmement discrédité, est ici revalorisé dans la mesure où il aménage des passages entre la fiction et le réel. Hein? Passages dérobés parfois, mais passages néanmoins. Et il y a fort à parier que c'est justement en raison de ces passages qu'Amelin a choisi d'avoir recours à cette forme. Il ne s'agissait pas, comme souvent dans les romans à clé, de protéger des acteurs historiques ou de se garder de quelques poursuites judiciaires possibles. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de danger de ce côté-là, mais c'était donc pour justement ouvrir des fenêtres entre la fiction et le réel. Alors, renommer parfois de manière loufoque des personnages historiques, c'est non seulement les convoquer dans la fiction, mais c'est aussi leur conférer une dimension romanesque qui remet en jeu le pur niveau des faits. C'est les doter d'une aura fictive, comme si leur place et leur rôle dans l'histoire restaient sujets à caution, questionnables, légèrement indéterminés et par conséquent disponibles à des réinvestissements herméneutiques. L'oblitération des noms réels ouvre ici la porte, me semble-t-il, à des interprétations plus risquées, du type de celles que produit Amelin, précisément, qui à la fois concernent le réel de façon directe et qui s'en détachent du fait même de l'espèce de jeu que produit cette oblitération des noms réels. Plus largement, donc, l'usage des clés sert à brouiller les rapports entre le réel et la fiction et à remettre en cause les frontières qui sont censées les cloisonner. La chose apparaît on ne peut plus justifiée dans un récit qui, on le sait, entend déboulonner les fictions d'octobre 1970, élaborées par les uns et par les autres, en produisant une autre fiction, une fiction peut-être plus réaliste, de se savoir justement en partie fictive, de ne pas être dupe de l'impossibilité du réalisme. Chez Amelin, donc, et ce sera ma dernière remarque, le changement de nom semble ainsi opérer sur deux plans. Il sape aussi bien donc le fondement réel sur lequel reposent les récits de la crise d'octobre, puisqu'il attribue des faits historiques à des protagonistes qui, au sens strict, n'existent pas. Il sape donc aussi bien le fondement réel que le réalisme littéraire, mis à mal, entre autres, par l'auto-ironie et par le grotesque. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci infiniment, Robert. Alors, pour les étudiants du séminaire et moi-même, c'était du pain béni. Là, nos oreilles ont teinté tout du long parce qu'il y a toutes sortes de choses dont tu as parlé, dont il a été question, mais dans beaucoup de cas où on se posait des questions auxquelles tu as fourni des éléments de réponse, donc ça tombait extrêmement bien. Alors on va prendre le temps nécessaire à avoir une discussion que j'espère animée. Qui veut se lancer d'abord? Ou est-ce que je joue mon rôle et c'est moi qui ouvre? Ah, vas-y. Moi, il y a la figure du lynx qui m'avait intéressée, surtout que ça se retrouve dans le titre. On la voit un peu partout, surtout en Abitibi. Je me demandais, est-ce que ça participe justement de cette distance-là, puisqu'il y a une part de fantastique avec cette figure-là, une sorte de mystère autour de ça qui résonne aussi avec
des événements? C'est une autre dimension. Oui, bon, il y a l'aspect du fantastique avec l'assassinat. Est-ce qu'on ne parle pas de l'assassinat d'un lynx, mais avec le sacrifice du lynx là, dans cette histoire. Mais il y a aussi, je pense, tout un aspect de symbolisme, hein, puisque, et ça, c'est un aspect que je n'ai pas abordé. D'abord parce que je ne suis pas extrêmement à l'aise pour aborder ce type d'aspect-là. Ma formation ne m'amène pas du tout de ce côté-là, mais je pense que ce serait c'est intéressant, je pense, la symbolique du lynx, ou l'élément, ou plus encore que la symbolique du lynx, l'intrusion d'une dimension symbolique dans le roman, à côté du fantastique, de l'ironie, du grotesque, comme une autre façon de faire décoller le roman de son supposé réalisme intégral, et comme une autre façon d'introduire de la distance. Maintenant, pour l'interpréter, j'aurais tendance à vous laisser ça, si ça vous intéresse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un élément supplémentaire, c'est la constellation. Parce que la constellation, qu'est-ce que c'est qu'une constellation? C'est un ensemble de points qu'on relie pour former une image que l'on imagine correspondre à quelque chose de réel. C'est ça qui est complètement arbitraire aussi, puis qui est un pur geste interprétatif et qui est à une distance en plus intersidérale. Donc oui, il y a là aussi. Puis bon, la constellation, c'est aussi l'idée des rapports, hein, entre les gens, entre les fêtes. C'est une constellation d'événements, une constellation. Bon, il y a tout ça évidemment qui passe à travers ça. Mais je pense que c'est une autre des façons. Et dans ce sens-là, votre intervention est tout à fait intéressante. Puis c'est pas quelque chose qui a été, je pense, beaucoup travaillé jusqu'à présent. Une autre façon de faire décoller le roman de ses prétentions purement à dire le réel. Moi, je vais en tenter une alors. Alors, tu disais effectivement que ce roman-là est en fait aussi une ode romanesque en tant que tel. Il est d'autant plus une ode romanesque qu'il brasse de la matière qui se veut historique. Et ça me frappe, tu as cité quelques procédés, mais moi, en le relisant, en préparant la séance d'il y a 2 semaines, qui est aujourd'hui, ça me frappait à quel point c'est une narration qui est piégée à plein de moments. Il y en a une qui m'a refrappé, attends, je vais noter la page. Voilà, ici, page 91, il dit « Samuel avait lu un jour un roman dont l'auteur tenait absolument à lui faire savoir que la robe que portait son héroïne était en blablabla. Vous ne trouverez rien de semblable ici. Simplement, Marie-Québec, etc. Pas très grande, brune, les yeux et le pommet d'une indienne, mettons. Et donc, il y a toutes sortes un certain nombre d'interventions comme celle-là, mais pas de manière systématique. Ça, c'est vraiment un procédé qu'il n'emploie, à ma connaissance, plus à d'autres moments, de dire, bon, lecteur, je suis en train de te parler pour te dire que nous sommes en train de concevoir un dispositif romanesque, et que tu ne dois pas en être dupe. De la même manière peut-être qu'il ne faut pas être dupe de la version officielle de l'histoire de la crise d'octobre. Toi non plus, lecteur, ne sois pas dupe du fait que voilà, je suis en train de te présenter un roman. Exactement. Et c'est le rôle de la narration impossible au départ aussi, hein, le personnage mort qui raconte et aussi d'une espèce de tout ça aussi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans cette entrée en matière, entre autres l'espèce d'interprétation paranoïaque, parce qu'on sait que cette mort-là de Duquet, qui n'est pas son vrai nom, qui est un alias, a été très douteuse aussi, puis que ça aussi, des gens disent que c'est un assassinat déguisé en accident, donc l'herméneutique paranoïaque, qui est celle des octobiéristes, et qui est celle que Camelin veut que nous adoptions avec ses personnages, est mise en scène là, d'entrée de jeu aussi, comme effectivement le dispositif romanesque, comme dispositif voyant, nettement reconnaissable et jusqu'à un certain point décrédibilisant aussi. Alors c'est très curieux comme posture et
C'est très curieux comme posture. Et c'est pas une posture que je trouve tout le temps parfaitement maîtrisée, entre autres l'utilisation du grotesque qui par moments m'apparaît un peu faire tanguer dangereusement le récit, mais c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage, toi, de Branle-Cul? Parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est... Est-ce qu'il a fait... Enfin, on s'en fout qu'il l'ait fait exprès ou pas, mais... pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il a choisi un personnage comme celui-là, qui d'abord est une combinaison de personnages, autant qu'on puisse en juger, Elisabeth Nardou a fait un article là-dessus, autant qu'on puisse en juger, est une combinaison, alors ce qu'il n'a pas fait ailleurs, c'est le seul personnage comme ça. C'est un personnage manifestement volontiers caricatural, volontairement caricatural, et qui vient de ce fait-là décrédibiliser tout le montage de réflexion sur, bon voilà, les choses ne sont pas passées comme on nous l'annonce. Et celui qui est dépositaire de cette vérité-là est un personnage auquel on ne peut pas croire. Ouais. Ben, moi, je pense qu'il y a aussi... l'autre effet qu'a ce personnage, c'est de désamorcer la critique qui a été faite entre autres par Louis Fournier, l'historien du FLQ, qui a dit c'est du délire conspirationniste de la part d'Hamelin. Les choses, beaucoup de gens ont dit les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'il dit, que ce qu'il voit. Les choses, c'était pas aussi rocambolesque et tout ça. Et en mettant un personnage de conspirationniste qui est déjà un peu ridicule, on peut penser que par là, on désamorce par avance la critique du conspirationnisme qui est celle-là même du roman, en montrant que oui, on n'est pas dur, que oui, c'est une attitude un peu ridicule, portée par des gens ridicules, par des monomaniaques, par ailleurs très carencés, avec une vie privée un peu catastrophique, une vie professionnelle vaguement catastrophique aussi. Et on figure le personnage caricatural à l'intérieur même du roman, et beaucoup de critiques qui ont été adressées à Hamelin n'étaient pas loin de celles qu'on pourrait adresser à Branle-Cul dans le roman. Donc, il peut y avoir une fonction un peu comme ça, une espèce de petite... une façon de se prémunir, ou de laisser voir déjà que oui, cette espèce de conspirationnisme, parce qu'il est stigmatisé comme le complotisme, il est souvent aussi associé aux droites. À ceux qui croient que World Trade Center, ça n'a pas eu lieu, à ceux qui croient que personne n'est allé sur la Lune. Alors, il y a peut-être aussi de ça une espèce de conscience que ce type de personnage-là n'est par avance n'est pas crédible. Alors, de forcer la note pour dire qu'on s'en est bien rendu compte, là. Il peut y avoir de ça. Et justement, on ne peut pas dire à propos de ça que, comment je pourrais dire ça, la multiplication justement des points de vue. Il y a différentes hypothèses aussi qui sont avancées, donc je trouve un peu que ça délégitime la version officielle de l'histoire. Puis que ça montre aussi la multiplication des possibilités du réel aussi, dans le sens où justement il y a beaucoup de trous, puis on peut les combler de différentes façons, donc il n'y a pas juste une solution, il y a plusieurs solutions aussi par rapport à ça. Ben, c'est beaucoup oui, vous avez tout à fait raison. Il s'agit de montrer qu'on a affaire à une espèce de réel prismatique, puis que beaucoup de romans sont construits comme ça. Et tout le principe du roman choral ou du film choral tente précisément à montrer ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce roman, c'est les deux partis pris de narration très, très divers, c'est-à-dire une narration au jeu par Sam Nihilo, puis une narration alternée, fragmentée, avec une narration plutôt omnisciente, et que ces narrations-là s'équilibrent, que l'omnisciente ne prenne pas le dessus sur la narration personnelle, ce qui est en général le cas. Ce qui nous amène à questionner aussi l'omniscience, à se demander à qui l'attribuer. Est-ce qu'on doit l'attribuer au romancier, alors que le romancier a un alter ego dans sa narration, qui est une narration personnelle, une narration au jeu.
c'est quand même assez astucieux comment c'est fait. Puis c'est une façon, il a trouvé, moi je trouve vraiment une façon de donner à voir un réel prismatique, tout en lui donnant quand même, il y a une thèse, c'est ça, il y a quand même une thèse qui est défendue dans ça, mais puis c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être intéressant de se poser la question du roman à thèse. Peut-on avoir un roman avec une thèse qui ne soit pas un roman à thèse? Et j'ai pas l'impression que c'est un roman à thèse, mais c'est un roman, il y a un discours sur l'histoire. À la fin, il arrive, Samy Hilo, à ce qu'il estime être, lui, une solution à l'énigme, à une énigme qui préoccupe les historiens, qui préoccupe toute la société québécoise depuis, 40 ans. Donc, c'est assez intéressant comme stratégie, comme la façon dont il a équilibré à l'intérieur de son roman ses voix contradictoires, ses visions prismatiques. Et dans les fictions de l'histoire, c'est beaucoup ça, souvent, le défi. C'est beaucoup de donner la parole à ceux qui n'ont pas eu, d'équilibrer les points de vue, de faire ressortir les silences, d'appeler à la barre, de citer à comparaître les divers témoins. Et il le fait de manière, moi, je trouve assez fine. Je trouve juste dommage qu'il ne soit pas fin dans tout ce qu'il fait dans ce roman. Mais c'est surtout une question au proteste en tant que tel. Si c'est pas fin nécessairement, ça pourrait faire que les gens pourraient tendance à ressortir pour prendre parole. Dans ce cas-ci, si jamais les vrais acteurs de ce qui s'est passé pourraient dire « Mais regarde, là, tu dramatises tout ça », donc en même temps, ça peut être une certaine provocation pour relancer une discussion. C'est sûr que Simard, que beaucoup de gens qu'il a rencontré, par exemple, Simard trouve que c'est du pur... c'est de la pure paranoïa, là, que c'est de la surinterprétation. Parce que ce récit-là est contre... Ça, c'est intéressant aussi, surtout s'agissant d'un événement historique encore relativement récent. C'est une vérité contre les témoins. Contre les acteurs. Contre les acteurs et contre les témoins. Et ça, c'est assez culotté, quand même. Et c'est intéressant aussi comme posture de romancier. Sa thèse, c'est que les récits de témoins, les récits de témoins sont des récits monologiques et que la vérité n'est que dans le dialogisme. Alors ce roman, évidemment, est tout dialogisme, précisément... pour contrer. Les acteurs, souvent, s'en tiennent à une version et tiennent à leur version. Et entre autres, les felkistes, il n'y a pas un felkiste qui veut admettre qu'il ait pu être manipulé. Parce que, évidemment, ça fait perdre au geste tout ce qu'il peut avoir d'un peu héroïque. Et même que dans ce cas-ci, les felkistes n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Ils sont des espèces de pantins, mais qui sont présentés, parce qu'il va jusque-là, parce qu'il les représente, je ne sais plus lequel, qu'il rencontre, et qui lui dit « Mais t'es fou, là, ça s'est pas passé comme ça, là, c'est en fait très simple. » Oui, c'est ça, c'est le personnage de Simard, qui rencontre au Mexique à la fin. Autre question, vas-y. Ben justement, un peu dans toute cette veine de questionnement-là, j'ai écrit une question, mais c'est parce que ça part dans tous les sens. Là. Quelque chose qui me touche particulièrement, c'est quand il dit qu'il ne tient pas le fardeau de la preuve journalistique, puis qu'il se détache un peu justement des faits, qui se donne le droit de, justement d'aller contre les témoins, des choses comme ça. Est-ce que vous avez été tenté de questionner la part éthique aussi, ou la responsabilité de l'écrivain, parce que je ne l'ai pas trop senti dans... J'ai lu votre chapitre sur Anne-Main, puis j'ai pas vraiment senti cette part de questionnement-là. Est-ce que même ça devrait pas avoir lieu en littérature? Ben, on se la pose en ce moment, mais je le vois pas tant approfondi, cet aspect-là éthique. Ouais. Peut-être parce que ça se pose peut-être moins dans le cas d'un phénomène historique comme ça qui appartient à tout le monde, sur lequel on a déjà tant glosé, que dans le cas, par exemple, d'une interprétation qui toucherait quelqu'un d'un roman biographique ou d'un roman, par exemple, où
moi je pense que la question éthique est une question extrêmement importante dans l'écriture du réel, particulièrement dans l'écriture de la personne réelle, mais aussi dans l'écriture de l'histoire, mais je trouve pas que c'est une... peut-être parce que justement la question d'Octobre a été tellement, il y a eu tellement d'interprétations et les acteurs se sont tellement retirés maintenant aussi du débat. C'est devenu un débat d'historiens, presque un débat d'experts ou un débat de croyants aussi. Ceux qui croient que les felkistes étaient des héros, puis ceux qui croient que c'était des pauvres pantins manipulés, puis ceux qui croient que Trudeau a improvisé, puis ceux qui croient que Trudeau a tout organisé. Donc, il me semble que dans le débat, la question éthique n'est pas très, très présente dans ce débat-là. Peut-être aussi parce que c'est un truc qui a été un peu ressassé. Là. Mais... parce qu'il y a quand même des noms derrière ces personnes. Tu sais, je veux dire, ça reste des personnes qui sont derrière les noms cachés en dessous. Oui, je trouve que votre question est excellente, mais vraiment, si je n'ai pas souligné beaucoup l'enjeu éthique, alors que par exemple dans Jan Karski, il est au cœur de l'affaire, c'est qu'il ne me semble pas très présent dans le roman. Puis c'est drôle, là, je suis peut-être... il ne me semble pas très important pour moi non plus. Peut-être parce qu'il fait aussi parler un peu tout le monde également. La parole est très répartie, justement à cause de cette fragmentation. On n'a pas l'impression que... Je sais pas, mais je trouve que c'est encore une très... Ça m'interroge beaucoup ce que vous dites. Je trouve ça me fait prendre conscience que pour moi, finalement, dans ce roman-là, c'est pas très important, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est important. Voilà. Oui? Juste pour compléter, je trouve ça intéressant. Bien mal placée pour intervenir parce que j'ai pas lu le roman, je suis pas dans le séminaire. Mais je suis venue vous écouter, puis cette idée que ça appartienne tellement à l'imaginaire, au fond, que la question de l'éthique se pose peut-être plus dans le cas de l'Octobre 70. Je voulais juste souligner que dans la note de l'auteur à la fin, il prend la peine quand même de dire qu'il y a quand même une question éthique, mais pas du tout là où on s'attendrait à la trouver. Il a devancé l'année de création de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, donc ça c'est mentionné, donc ce qui prouve que il sait très bien, Louis Hamelin, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec l'histoire. Il se dédouane ici sur un enjeu qui peut être, j'ai pas lu vraiment, mais qui n'est pas celui des personnes. Qui n'est pas du tout là, qui me semble peut-être un peu mineur. Mais donc, qui prouve qu'effectivement, il ne sent pas la liberté de pouvoir tout faire sans l'expliquer. C'est intéressant. Oui, il s'est beaucoup appuyé sur sa recherche, et c'est intéressant parce qu'il s'est vraiment placé sur le terrain des historiens. Il a discuté avec des historiens, il a ferraillé avec des historiens. Donc, il ne s'est pas défilé dans les débats en disant « Moi, vous savez, je suis un romancier, je ne suis qu'un historien amateur. J'ai fait ça, vous savez, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est une bonne histoire. Pour moi, par exemple, Octobre 70 n'a été qu'un matériau intéressant. Moi, je le vois là, l'éthique, le débat éthique, c'est-à-dire d'avoir fait vraiment la recherche, de s'être placé vraiment sur ce terrain-là, d'avoir été prêt à affronter les témoins, les acteurs, les historiens, de défendre sa version, et non pas dans le respect de la vie privée ou dans le respect de ce que les gens ont dit. Parce que ça, il est très critique. Pour lui, les felkistes, comme les autres, ont produit des mythes, parfois des mythes compensateurs ou toutes sortes de mythes dont l'écrivain n'a pas à tenir compte. Et c'est beaucoup plus sur la probité de la recherche, je pense, effectivement, qu'il s'est placé du point de vue éthique que du point de vue, par exemple, du droit à la fiction ou du respect de la personne ou quoi que ce soit. Il a défendu ça comme personne, comme auteur, de manière tout à fait franche et honnête, je trouve. Peut-être pour ça que pour moi,
C'est pas au cœur là, de la question, disons. Mais c'est une bonne question. Si on remonte, remonte un peu en généralité sur ce que tu dis, je m'interroge, mais c'est dans la continuité, sur les rapports aux sources, sur les rapports aux archives, sur le travail de l'archive chez les romanciers contemporains, en particulier ceux que tu étudies, et sur leurs usages romanesques. Parce que, justement, le conflit, en tout cas le débat entre Hamelin et des historiens professionnels, qu'ils soient universitaires ou pas, mais qui s'autodéfinissent comme historiens, je crois que ça passe beaucoup par justement le rapport aux archives, ou aux archives orales, mais en tout cas le rapport à la source. Le romancier pouvant jusqu'à un certain point faire ce qu'il veut, tout en s'en défendant, en disant bon voilà, j'ai travaillé à partir de ceci et cela, et puis j'ai construit, comme l'hypothèse du matériau que tu disais. Et puis Hamelin ne fait pas tout à fait ça. Enfin, il le fait sans le faire. Il dit voilà, je défends jusqu'à un certain point une thèse. Cette thèse est soutenue. J'avais noté des passages où il cite enfin peu importe, mais où il cite des articles d'époque, et puis toute une discussion entre Nihilo et son copain sur ah bah tiens, t'as vu tel document, pour l'interpréter comme ça. Donc il y a à la fois une intégration de ça dans le roman, mais il y a aussi une interrogation, me semble-t-il, sur à quoi ça sert que les archives chez Zébal par exemple, c'est majeur, à quoi ça sert que les archives, que le document pour le travail littéraire. Donc comment ça se joue? Je sais pas, la question est très générale, mais comment ça se joue d'après toi? Ben, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de traitements de l'archive, et que chez Hamelin, elle est beaucoup moins visible que chez d'autres. Là, elle est beaucoup moins sollicitée que, par exemple, que chez Zébal, où elle l'est de manière... bon. Et ce qui m'apparaît particulier et intéressant pour sa posture de romancier, c'est de dire, bon, j'ai tout lu, j'ai tout digéré, bon, sur ce qui s'est écrit sur Octobre. C'est un préalable. On ne peut pas écrire ça sans avoir fait d'abord ce travail-là. Mais ce que moi j'ai fait, que les autres n'ont pas fait, puis que ça relève de la curiosité du romancier et de ça. C'est tout ce qu'il dit, par exemple, sur l'archive populaire, les journaux jaunes, les témoignages. Il dit, moi, je suis allé, du point de vue de l'archive, moi, je suis allé où personne n'est allé. Parce que sa thèse, c'est que dans les journaux jaunes, entre autres les petits journaux, le Montréal Matin, bon, tout ça, les felkistes s'envoyaient des messages, la police communiquait, utilisait les journalistes comme go-between entre les terroristes et les politiques, et il y a des choses qui se négociaient là. Et c'est dans Fabrication, entre autres, il parle beaucoup de ça. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes d'interviews. Il a retrouvé aussi des acteurs très secondaires, mais qu'il est allé vraiment dans cette zone des archives que les historiens, où les historiens ne vont pas, parce que pour eux, c'est pas des archives valables. Hein. C'est de la presse à sensation, c'est donc c'est pas fiable, donc c'est pas un document historique. Et disons, moi, le romancier, de la même façon que Zola se penchait sur le caniveau, lui s'est penché sur ces archives-là, et il va même jusqu'à dire que ces archives-là, c'est là que se trouve la clé de l'histoire, parce que c'est là que, justement, les frontières sont les plus floues entre les acteurs, les messagers, les spectateurs, les fabulateurs, et que c'est là que toute une information, un point de vue justement qui n'a pas été récupéré, qui n'a pas été entendu sur la crise peut être, et c'est là que l'action du romancier peut... Ça m'apparaît tout à fait intéressant et particulier. Ce travail sur la source
vilipendée, ou sur la source dégradée, ou sur la source mésestimée, illégitime, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un terrain qu'il a exploré, que les historiens n'ont pas exploré, pour lequel, bon, et quelqu'un comme Fournier, justement, Histoire des Vécus, m'a dit, mais pourquoi? Il était allé voir là, il déblatérait à longueur de page, ils étaient dans le fantasme total et plein, mais c'est ce que revendique aussi Hamelin, comme étant un peu aussi le territoire du romancier. Mais son travail de l'archive est pas... il n'est pas très mis en scène dans ce roman, quand même. Hein. Il est comme préalable. Là. Donc, c'est pas un roman qui laisse complètement, comme d'autres, une fois l'œuvre finie, qui laisse les échafaudages visibles, hein, qui porte sa structure à l'extérieur, là, qui laisse voir son exosquelette. Là. C'est pas comme à la différence, par exemple, je travaille, par exemple, de Pierre Michon dans Rimbaud le Fils, où il revient toujours sur cette fameuse photo, sur l'album de la Pléiade, puis où là, la structure du livre est presque, peut presque être retrouvée à partir des sources qu'il a utilisées, qui sont des sources très communes et très connues. C'est pas le même genre de travail sur l'archive, mais il y a quand même un travail intéressant, entre autres, à travers ça. Autre question? Ok, eh ben, merci infiniment, Robert, c'était passionnant. Merci de votre attention. Merci encore beaucoup. Alors, un dernier mot pour les étudiantes et étudiants du séminaire, enfin pour 3 d'entre eux en réalité, puisqu'il y a 3 exposés la semaine prochaine, et je vous rappelle qu'il faut que vous m'envoyiez soit